Alors, on va commencer, par l'ouvrage parce que, alors à la base, il y avait que l'ouvrage qui était censé sortir. Heu, Peut-être que vous ne le saviez pas. En tout cas, cet ouvrage, évidemment, ça fait, 4 ans qu'il est en écriture, hein. Il a été commencé, exactement il y a 4 ans et puis, voilà, il m'a fallu 4 ans pour le maturer, dont les 2 dernières, extrêmement intensément. C'est une joie pour moi de voir qu'ils trouvent autant de réponses. J'ai beaucoup de retours, sur, le côté, pragmatique, donc ça, on prendra évidemment le temps, d'en parler. Alors, la présentation de l'ouvrage. Déjà, une première chose, cet ouvrage, il sort avec un titre qui est quand même, assez, explicite, hein, «Devenir intervenant en analyse des pratiques avec une approche systémique». Et puis, il va jusqu'à, dire aussi, guide pratique et technique. Moi, ce que j'avais vraiment envie, c'était, de vous faire partager au travers d'un livre, la vision systémique. Donc moi, j'ai été formée à la systémie, à l'Institut, La Durance à Marseille. J'ai énormément apprécié, l'interactivité et le pragmatisme de ces outils. C'est un centre de consultation, familiale, un centre de consultation systémique et c'est aussi un centre de formation. Ce qui veut dire que très régulièrement, en tant qu'élève, on passe de l'autre côté, derrière la glace, sans teint. On a nos formateurs qui nous observent, quelquefois même, qui nous enregistrent et puis, on a, tout l'apprentissage, le débriefing. C'est une manière d'apprendre qui m'a beaucoup plu et c'est aussi pour ça, que j'ai choisi de dispenser mes modules en pédagogie expérientielle. Ça fait vraiment, beaucoup de sens pour moi. Donc la vision systémique, peut-être vous l'ignorez, mais quand on est dans une approche systémique, on a plusieurs, calques. En fait, ce sont des courants de pensée systémiques. Donc, par exemple, on a le courant stratégique, le courant fonctionnel, le courant expérientiel. En fait, il y en a quelques-uns comme ça. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est d'apprendre à jongler avec ces différents cadres pour avoir une approche systémique la plus globale possible. L'intérêt de l'approche systémique, c'est que, elle permet d'appréhender des phénomènes complexes. Et c'est vrai que moi qui fais de l'APP depuis des années, ça me paraissait assez évident, qu'il y avait quelque chose de complexe dans le fait de mener des analyses de pratique et donc la vision systémique, elle est venue, se greffer assez rapidement sur ma pratique. Donc la vision systémique, il y a si ça vous parle intuitivement, c'est que vous avez en fait probablement un esprit qui est sculpté pour appréhender le complexe et moi je vous encourage vraiment, vraiment à aller, faire des formations en systémie. Il faut savoir que, les formations en systémie, celles de qualité, elles sont assez longues, hein. C'est sûr que généralement on en a pour, 2 ou 4 ans. Cependant, vous ressortez, vous êtes plus le même, professionnel, hein. Ça c'est certain, ça a vraiment, mis dans votre cerveau des réflexes de voir les choses sous un angle circulaire, dynamique. Moi, ça a été un vrai coup de cœur. Donc, si les systémies en formation longue ne vous semblent pas possibles, eh ben, il y a quand même des formations courtes qui existent. Bref, si ça vous parle, je vous invite à y aller. Donc pourquoi un livre sur les analyses de pratique avec une approche systémique? Alors déjà, je trouvais que ça manquait, parce que moi, quand j'ai commencé les analyses de pratique, c'était, il y a 16 ans. Il y avait peu de bibliographies accessibles. D'ailleurs, la seule bibliographie, elle était d'orientation psychanalytique et moi, j'arrivais pas à voir de rapport entre ce qui était décrit dans ces ouvrages et ce que semblaient demander, en tout cas, les équipes de terrain. Moi, j'ai commencé les analyses de pratique, auprès de travailleurs sociaux, d'éducateurs, spécialisés, et il y avait des attentes assez pragmatiques sur ces dispositifs. Donc l'approche systémique dans les analyses de pratique, ça m'a paru intuitif, évident et quelque part, dès le départ, j'y ai mis en fait, un angle systémique. Pour moi, pour, mettre en place un dispositif d'analyse de la pratique auprès d'un établissement, ne pas en avoir une vision systémique, pour moi, je sais que la position peut vous paraître tranchée, mais c'est quasiment un contresens. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment un dispositif qui est collectif, au service des missions premières de l'organisation. Donc d'une certaine façon, c'est un dispositif qui traverse absolument tous les contextes et sous-contextes intriqués et ne pas en avoir une vision systémique des analyses de pratique, pour moi, c'est juste pas possible. Donc j'avais vraiment, besoin de détailler ça
Et donc ce bouquin, il m'a servi à mettre en lumière ça et je suis contente parce que ça passe un message un peu fort à la communauté qui est, je crois, que de prendre, soin et de prendre conscience du contexte autour des APP est assez fondamental, notamment pour pérenniser les interventions. Moi, dans les exemples que je vois en termes de supervision notamment, je vois quand même régulièrement des intervenants en analyse des pratiques qui ont, bah, des contrats qui soit sont pas reconduits, soit même qui sont interrompus avant la fin et c'est intéressant de voir que, en fait, les raisons sont souvent systémiques. C'est-à-dire qu'il y a pas forcément eu, une qualité de relation qui a été, élaborée, soignée, co-construite, avec la direction. Quand je dis direction, ça veut dire tous les étages de la direction, je veux dire cadre intermédiaire et cadre, général. Et donc ça, pour moi, bah, c'est souvent ce qui explique qu'un contrat ne se reconduit pas. Même si je prends un exemple, assez classique d'une situation exceptionnelle dans un établissement, une organisation, qui ferait que l'organisation pourrait remettre en question les séances d'analyse de la pratique professionnelle, pour plein de raisons, hein. Peut-être aussi parce qu'il y a des choses qui, a priori, se seraient dites dans ces espaces et qui auraient dû être dites dans d'autres, et cetera. Souvent, si la qualité relationnelle, avec la direction et avec l'organisation, avec un gros O, elle est de qualité, ben, en fait, le dispositif APP, il va pouvoir traverser la tempête. Parce que, ben, il a des points d'accroche, parce que justement, il a su être inséré de manière systémique, dans tous les contextes et les sous-contextes, qui le touchent. Donc pour moi, l'approche systémique dans les analyses de pratique, ben, c'est juste, voilà, une évidence. Donc j'avais vraiment envie, quand j'ai réfléchi au titre de l'ouvrage, je me suis dit: «Ben non, en fait, même si je me sens assez intégrative dans ma manière de voir les choses, fondamentalement, la grille que j'applique, elle est systémique». Donc ce qui est le plus honnête, c'est de dire avec une approche systémique aux gens, comme ça au moins, il y a pas de surprise, ils savent bien, quoi trouver là-dedans. Et puis bon, c'était aussi une joie de voir que, bah, ça existait peu et je me suis dit: «Bah, c'est bien, ça fait une approche, supplémentaire pour les intervenants en APP». Voilà pour moi, de ce que je vous dirais de l'approche systémique. Après, alors pour ceux qui ont, le livre, bon, bah, c'est un peu facile, vous l'avez sous les yeux. Pour ceux qui ne l'ont pas et qui hésiteraient, ça me paraît important de vous dire voilà comment il est conçu. En gros, il y a vraiment 3 grosses parties. La première partie, elle est vraiment axée sur ce que moi j'ai choisi d'appeler les incontournables de l'intervenant en analyse des pratiques. Les incontournables pourquoi? Ben, pour une posture qui est claire et qui est maîtrisée. Pour moi, c'est un des fondamentaux et c'est justement quelque chose qui peut souvent nous manquer sur le terrain en tant qu'intervenant en APP, c'est d'avoir un cadre vraiment clair, de savoir exactement ce que sont les analyses de pratique, ce qu'elles ne sont pas, à quelles fonctions elles sont censées répondre, à quelles fonctions elles sont censées ne pas répondre. Donc connaître les fondements du dispositif d'analyse de la pratique, comprendre que tout ça va s'articuler autour de la question du sens, que le concept de réalité constructiviste, qui est un concept clé en systémie, est assez intéressant à éclairer, par rapport à ça. En gros, on se rappelle qu'il y a aucune vérité, aucune réalité, tout est construit et c'est parce qu'on est sur ce postulat de constructivisme qu'on peut justifier qu'il y a autant de façons de voir les choses autour d'une table d'APP, qu'il y a, bah, de façons, de les interpréter, d'en trouver une réalité. Après dans cette même partie 1 donc, il y a, bah, une grosse partie, quasiment la plus grosse partie de l'ouvrage, hein, c'est, comprendre vraiment les points de différence entre ce que sont les APP et ce qu'elles ne sont pas. Moi, ça fait 16 ans que je fais ce travail, je le fais à un rythme assez conséquent, même si j'ai une formation initiale de psychologue clinicienne et de systémicienne. Je n'ai pas fait de l'analyse de la pratique, on va dire en plus. J'ai vraiment eu au cœur de ma carrière des analyses de pratique. C'est le premier poste que j'ai eu d'ailleurs, intervenant en analyse des pratiques à 23 ans. J'en dis un petit mot sur mon livre, de comment à 23 ans on est tout petit, comment ça paraît, extrêmement complexe et vertigineux. Et donc j'ai surtout vu empiriquement toutes les confusions qu'il pouvait y avoir, là où les équipes pouvaient attendre, là où il pouvait y avoir des quiproquos, là où c'était vraiment des écueils assez fréquents et c'est pour ça que dans mon livre, bah, j'ai quasiment 70 pages qui parlent de alors
J'en parle sous l'angle de glissement. Les glissements, c'est pas une notion avec lesquelles on est forcément familier si on n'est pas dans la systémie. Le glissement, c'est vraiment, cette notion d'un cadre qui n'est pas respecté et puis qui fait qu'on va basculer sur un autre cadre. Donc j'en étais à dire que voilà, j'ai consacré plus de 70 pages à mettre vraiment dans la focale qu'est-ce qui signe un cadre d'analyse de pratique et qu'est-ce qui fait qu'on sort de ce cadre? Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important. Je parle de glissements majeurs qui sont pour moi, les glissements qui sont les plus souvent confondus et je parle des glissements mineurs qui sont ceux, avec lesquels on peut les confondre un petit peu moins et majeur, mineur, c'est aussi une notion que j'avais envie de faire en disant, voilà, majeur, c'est à haut risque pour l'intervention. C'est-à-dire que si vraiment on confond l'analyse de la pratique avec de la régulation d'équipe, par exemple, ça peut être, assez catastrophique pour l'intervention puisqu'on dévie son cadre. Donc, les analyses de la pratique ne sont pas et qu'est-ce qu'elles ne sont pas? Les glissements majeurs et voilà, moi j'en ai trouvé 5. Donc ce n'est pas de la régulation d'équipe, ce n'est pas de la supervision relationnelle, ce n'est pas de la supervision technique, ce n'est pas non plus un audit et ce n'est pas non plus une étude de situation ou une étude de cas. L'idée de cette conférence, c'est pas de rentrer dans le dur et de vous expliquer pourquoi, comment. J'ai essayé en tout cas de le retraduire au mieux dans cet ouvrage. Et puis, peut-être je vous croiserai en IAPP1 ou peut-être je vous ai déjà croisé en IAPP1. J'ai vu des noms que je reconnaissais. Donc ça, les stagiaires savent qu'on insiste assez lourdement dessus et puis que c'est une base fondamentale sur laquelle on s'appuie tout au long de la formation. Donc pour moi, ça c'est la partie 1, les incontournables, ça c'est le bouquin, vraiment. Partie 2, là on rentre sur vraiment la structuration, de l'animation des séances avec, en gros les points d'appui de la méthode APEOS et puis on explique aussi pourquoi avoir une méthode, ça donne de la légitimité. Je trouve que c'est un sujet dont on n'a pas assez parlé en fait, la légitimité de l'intervenant en APP. On a ce souci, en tout cas notamment en France, mais il me semble que c'est pareil pour vous, collègues suisses, et d'ailleurs je sais que c'est aussi le cas au Canada, puisque en décembre dernier, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs d'entre vous et vous m'avez fait la même remarque, on est un petit peu tous dans le même bateau, c'est-à-dire qu'on a une législation qui est assez floue autour de ça. On n'a pas une législation qui nous oblige à avoir un certain titre fédéral, national, pour faire ce type de prestation. On peut l'avoir, on peut choisir de se former, on peut appartenir à un certain ordre pour ça, mais rien ne nous empêche de le faire, même si on n'a pas ça. Et ça, en fait, c'est le bon côté des choses. Ça veut dire qu'il peut y avoir une diversité des profils qui y ont accès. Et en même temps, c'est un vrai problème parce que ça revient, le terme est un peu bizarre dit comme ça, et pourtant je vais quand même le nommer, ça revient à une auto-proclamation. Et ça, forcément, quand on est humble, ce qui est quand même très souvent le cas des intervenants en APP, puisque vous avez forcément cette idée qu'on peut voir les choses d'une autre manière, qu'on ne sait jamais. Voilà, donc cette habitude de cultiver le doute comme une force, j'entends. Et du coup, ça peut être extrêmement compliqué de se dire mais comment je peux me sentir légitime. Moi, ce que j'ai eu envie, c'est de me dire, bon, qu'est-ce qui a fait que moi, déjà, personnellement, j'ai trouvé de la légitimité et qu'est-ce que je fournis aux stagiaires qui leur semble le plus utile? Et en fait, de manière vraiment unanime, ce qui revient, c'est que quand les professionnels sont capables de se situer et notamment de se situer dans la progression du déroulement de leur séance d'APP, quand ils sont capables de repérer les différents séquençages et de se voir progresser sur ces séquences, dès qu'ils disposent d'une feuille de route, en fait, ça va, ça calme l'anxiété, cette impression qu'on est au milieu, d'énormément de fils intriqués, de manière un peu flottante, cette impression désagréable qu'on peut avoir quand on mène une analyse de pratique où, je le dis avec gros guillemets et beaucoup de tendresse, je sais que ceux qui me connaissent me pardonneront, mais on peut se contenter de simplement, fluidifier la parole, heu, de droite à gauche, en veillant juste à ce que les gens ne se coupent pas la parole. Pour moi, c'est pas suffisant dans une attente d'analyse de pratique. Il y a vraiment une attente de structuration de la séance qui est attendue et ça, c'est vraiment les équipes qui l'ont fait toucher du doigt. Si on veut que les analyses de pratique, elles fassent bouger quelque chose très concrètement dans la pratique des gens, il me semble que ça passe par, une clarté du cadre qu'on propose, une maîtrise, des confusions possibles et c'était un peu l'idée de ce livre. C'était vraiment de vous donner ces 70 pages,
de démonstration, de déroulé, des points de différence et des points de jonction, c'est-à-dire ces fameuses plates-bandes sur lesquelles on marche un peu quand même quand on fait de l'analyse de la pratique. Et puis, bah, c'est un peu une pratique de funambule. Voilà, donc ça, la partie 2, elle est vraiment axée sur structurer et animer les séances d'analyse de la pratique. Et c'est là que bah, je dévoile, on va dire, la mécanique de la méthode APEOS. Donc APEOS, vous pouvez aller voir par exemple, hein, il y a un site internet aujourd'hui, hein, apeos.fr, tout simplement. Le site, je vais lui faire peau neuve avant la fin de l'année. C'est prévu, puisque maintenant que l'ouvrage est sorti, je vais pouvoir un petit peu agrémenter son contenu. En tout cas, le site existe déjà. Vous avez accès ben voilà, aux gens qui sont formés. Et puis, ben voilà, déjà aux sigles. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire APOS? Ça veut dire analyse des pratiques par l'opératoire des systèmes. Donc, on reviendra probablement sur ces notions. Opératoire, c'est le côté pragmatique. Système, c'est le côté systémique, évidemment. Et éthique, c'est parce que je me suis aperçue que dans les métiers relationnels, c'est assez facile de venir chercher un dénominateur commun qui est en lien avec l'éthique, puisque par définition, ces professionnels qui sont engagés auprès de personnes souvent vulnérables ont en commun ce souci éthique. Et effectivement, ça permet vraiment une base de réflexion commune et surtout une sorte un petit peu de tissage qui permet à la fois une autonomie des gens dans la progression de leur propre éthique et aussi une vraie progression sur l'éthique collective. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant d'aller dans ce côté-là. Et la troisième partie de l'ouvrage, eh ben, c'est les conseils pratiques destinés à ceux qui débutent ou bien à ceux qui ont envie de, ce que j'ai mis dans le livre, qui ont envie de booster leur carrière, c'est-à-dire ça leur plaît beaucoup l'APP et en fait ils ont envie. Attendez juste, c'est toujours bon là? Oui, c'est toujours bon. Marc, tu me confirmes que tout est bon? Je veux bien un message privé aussi, parce que comme ça on n'alourdit pas le chat. Ok, parfait, merci les pouces. C'est top. Vous assurez beaucoup, c'est top. J'adore quand je parle des petits pouces qui se lèvent, c'est top. Ok, merci. Donc, partie 3, conseils pratiques pour débuter et booster sa carrière d'intervenant en analyse de pratique. Bon, je ne vous les détaille pas ici, mais voilà, c'est des petits conseils que les années m'ont appris. Un petit texte bonus pour les perspectives d'application de l'analyse de la pratique sur des secteurs qui sont nouveaux. Parce que c'est vraiment, vraiment en pleine extension. Mais vraiment en pleine extension. Nous, en France, on a une législation qui nous pousse, pas qui nous oblige, mais qui pousse à les mettre en place dans tous les secteurs du type sanitaire, médico-social. Voilà, donc ça pousse par là. C'est en train de se mettre en place, par exemple, je vous donne des exemples parce que j'ai des retours de stagiaires qui ouvrent des contrats d'analyse de pratique dans des secteurs un peu nouveaux. Donc, j'ai le milieu sportif. Moi, je l'ai fait dans le milieu sportif en école de ski. Là, je le fais en congrégation religieuse bouddhiste. C'est très, très intéressant. J'ai un collègue qui m'a parlé d'analyse de pratique pour des pompes funèbres. Je trouve ça très intéressant parce que, effectivement, les pompes funèbres sont souvent des personnes qui ont pas forcément beaucoup de diplômes, qui sont souvent très jeunes et qui sont quand même exposées à des situations fondamentalement tristes pour la plupart du temps. Ils sont en ligne directe avec les familles, ils portent quelquefois le côté cérémonial. Voilà, donc ça m'intéresse. J'ai hâte d'ailleurs de débriefer avec ce stagiaire. Peut-être il est connecté ce soir, je pense qu'il sait très bien que c'est lui. Ça se développe aussi en milieu carcéral. Ça, c'est très intéressant. Et je suis obligée de le dire, c'est un peu triste, mais en tout cas en France, ça se développe très peu dans notre éducation nationale. Alors, je ne ferai pas un mauvais humour en disant qu'il y a un petit peu plus d'APP en milieu carcéral et que du coup, le milieu carcéral semble un peu plus ouvert. Cependant, c'est le constat. C'est bien triste parce qu'en systémie, on sait par exemple que tout système qui tend à la fermeture développe de la violence. Donc, par définition, mettre en place des APP, c'est déjà mettre une fonction tiers, permettre à une organisation de ventiler, de trianguler. Donc, effectivement, toutes les institutions qui ont tendance à être sur elles-mêmes, c'est un peu le problème. On a eu, c'est vrai, en France, je vois une petite remarque, on a eu effectivement un décret qui a rendu obligatoire dans le secteur de la petite enfance. Bon, 3 fois 2 heures dans l'année.
Ouais, je vois qu'on me confirme pour l'éducation nationale. Franchement, j'espère que c'est possible pour vous d'essayer. Pour moi, c'est un combat, il faut qu'on le mène ensemble, il faut qu'on arrive à faire rentrer ce tiers, c'est important. Voilà, bon, les hôpitaux, milieu sportif, je vous en ai parlé. Là, il y a une collègue vient de récemment, spéléologue qui exporte ça. Ça s'exporte aussi dans les groupes, plutôt, je peux pas dire que profession libérale, parce qu'il y a les professions libérales, que ce soit des infirmiers, des gens, de corps soignants. Mais il y a aussi des groupes d'analyse de pratique pour les parents qui sont en train de se développer. C'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on considère qu'être parent, c'est une pratique et je trouve que c'est très intéressant de se dire qu'on peut voir les choses comme ça. Moi, en tout cas, j'encourage tous mes anciens stagiaires qui ont cette idée. Je trouve qu'elle est merveilleuse et effectivement, il faut y aller. Il faut donner aux gens les moyens de reprendre du discernement, sur leurs actions du quotidien. Voilà, donc ça, c'est la partie 3 avec un texte bonus pour, l'idée de secteur nouveau. Le secteur de l'entreprise y est aussi parlé où, voilà, j'explique qu'il faut aussi faire attention à pas, comment je vais dire ça? Pervertir l'outil. Pervertir dans la définition classique, pervertir, ça veut dire détourner de son objectif initial. Parce que le risque, c'est de vouloir que l'analyse de la pratique serve, par exemple, la productivité ou le rendement. L'idée pour moi de ces instances, elle n'est pas là, elle est plutôt dans la question du sens, dans la question du discernement, dans la question du développement du pouvoir d'agir. Voilà, donc ça, je pense que c'est, voilà, il peut y avoir des risques. Dans le milieu sportif, on a ce risque aussi, hein, il ne faut pas que ça soit de l'APP qui oriente la performance. Oui, on a les assistantes maternelles aussi qui sont concernées, bien sûr, par la mise en place du décret et ça, c'est super. On commence à avoir des vrais groupes d'assistantes maternelles, bah, voilà, qui ont droit à leurs séances d'APP. Problème, c'est quand même mis sur un temps qui est quand même très difficile pour elles, hein. Souvent, c'est un temps personnel. Moi, j'ai déjà vu des groupes d'assistantes maternelles avoir des horaires de 20 heures à 22 heures en APP. Alors certes, 3 fois dans l'année, enfin, quand même, il faut être sacrément motivé, hein, pour venir, caractère volontaire, sur un temps, un créneau aussi, dur, En hein, fait, donc j'entends de rien. 8 heures à 10 heures du soir. Je dis ça pour nos Il n'y a amis, pas de québécois qui commencent à 18-20 heures, c'est pas trop leur référence. Voilà, donc ça, c'est l'ouvrage, bah, qui est sorti, en juin dernier, donc 3 grosses parties. Évidemment, il est perfectible et j'attends, vos retours, j'attends vos commentaires avec joie. J'ai choisi un mode, éthique de fabrication. Il est imprimé à la demande, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de gestion de stock. On ne prend pas plus on a besoin. Ça me tenait à cœur de faire ça. Il y a un effort qui est fait sur le papier en termes de recyclage. Et puis, qu'est-ce qui me paraît important de vous dire? Non, j'avais autre chose dans la tête. Ah non, si, quand même. Il a été illustré et pensé pour que pédagogiquement, ça soit ventilé. Je sais pas, je commence à C'est important parce que moi, je trouve quand un livre m'intéresse, je vois le titre, je l'ouvre et puis, Bon, là, ils c'est disent que c'est enregistré, sauf que décourage. si j'entends rien, J'ai je quand peux même essayé de pas. faire un effort pour que déjà la dimension soit agréable, la police soit agréable. Donc, vraiment, ça m'intéresse, hein, pour ceux qui l'ont, de faire vraiment des retours sur tout ça. Et Cécile Farge a été un petit peu ma plume des dessins. C'est vraiment génial d'avoir quelqu'un avec qui tout simplement voilà, on lui dit voilà, je voudrais mettre ça, ça, ça en valeur, elle fait un croquis et paf, on le valide dans la foulée. Ça a été formidable. Donc elle, ça lui a donné envie de continuer des projets comme ça et puis c'est très bien. Voilà. Et puis évidemment, vous avez des annexes, donc je vous invite quand même à regarder les trames que j'ai fait l'effort de mettre, parce que j'ai fait des trames pour les bilans, c'est-à-dire avec le groupe des participants, qu'est-ce qui est le plus intéressant à mon sens de venir questionner pour avoir un retour constructif sur le dispositif qui est mené. J'ai mis aussi une trame pour bilan avec la direction. Je vous ai mis aussi un exemple de note d'information qu'on envoie à une direction. C'est la mise en place de ces APP. J'ai vraiment fait l'effort d'être dans quelque chose qui vous servir plus concrètement dans votre lien à l'organisation. Voilà, donc moi ça c'était la présentation de l'ouvrage. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Excuse-moi, Anne. Concrètement, cet ouvrage, normalement, si vous le lisez, Est-ce que tu m'entends, Anne? des clarifications, des pistes, des conseils. J'espère très très sincèrement que c'est le cas. Et puis vous avez le droit aussi de me faire remonter que ça l'est pas. De toute façon, les APP, c'est un univers exigeant, donc ça ne me fait pas peur d'avoir des critiques constructives et de progresser.
Est-ce qu'on est dans les... Alors, les petites cartes Memento, donc je le redis parce qu'il y avait une question comme ça au démarrage. Le pack auteur, en fait, il contient plusieurs choses. Il contient l'ouvrage, celui que je vous ai présenté, il contient les cartes Memento, il contient aussi les cartes réflexives et il contient aussi l'hexagone d'animation dont on va parler après. Ok, donc là, je vais sur les cartes Memento. Donc très concrètement, il s'agit d'un jeu de 32 cartes. L'idée, c'est quoi? C'est de réviser vraiment de façon dynamique l'ouvrage avec des focus précis, des focales précises. Donc, par exemple, tout ce qui est clarification du cadre, toutes les cartes là de la M0 à la M11, c'est vraiment ce que sont les APP, ce qu'elles ne sont pas. Il y a sur les 12 dispositifs qui sont cités, donc 5 glissements majeurs, 6 glissements mineurs, vous avez voilà, les mots-clés, les définitions de l'objectif de ce dispositif. En gros, c'est pourquoi l'APP, ce n'est pas un travail de régulation d'équipe, pourquoi l'APP, ça se distingue d'une étude de situation, pourquoi ça n'est pas une supervision relationnelle ou technique, et puis pourquoi ce n'est pas un audit non plus. Voilà, ça, c'est les glissements majeurs. Les glissements mineurs, donc juste je les cite, réunion de service, réunion thématique, réunion clinique, réunion syndicale, groupe de parole et discussion. Qui me semblait quand même important. J'ai mis du temps à me dire est-ce que je le fais rentrer, mais si, parce qu'on a encore quand même quelques représentations sur le fait que les temps d'APP seraient des temps de discussion. Alors qu'en fait, non, c'est quand même un petit peu plus que ça. Donc les cartes Memento, elles permettent aussi de visualiser la formulation d'une problématique qui est efficace. Ceux qui me connaissent savent que j'accorde un intérêt particulier à cette phase de problématisation. Pour moi, c'est vraiment la clé de voûte. Pourquoi c'est la clé de voûte? Parce que c'est quelque chose qui permet de transformer les narrations professionnelles en un matériau qui va être exploitable pour l'APP. Des fois même, je m'autorise à dire il faut que la problématique sur laquelle on parte soit APPable. Et pour qu'elle soit APPable, moi, je trouve qu'il y a une sorte de portrait robot d'une problématique avec laquelle, si elle ressemble à ça, on peut être un peu sécurisé et se dire, OK, je vais pouvoir tenir 2 heures, 1 heure et demie pour animer, approfondir la réflexion. Voilà, donc il y a une carte qui vous permet de visualiser, par exemple, la formulation d'une problématique efficace, les 4 cartes aussi qui différencient les différents axes de dynamisation, c'est-à-dire toutes les techniques de relance un peu différentes qui peuvent exister pour approfondir la réflexion, ventiler le groupe, décristalliser un peu l'exposant, enfin voilà, tout ça, c'est aussi mis. C'est dans le livre. Tout le contenu des cartes Memento se retrouve dans le livre. Il n'y a rien que j'ai rajouté. Ah, si, quand même, il y a quelques petites cartes que j'ai rajoutées, c'est vrai. Et les 3 dernières, pour ceux qui l'ont, quand même, on ne dévoile pas le suspense, mais il y a des petites cartes. Mais tout le contenu des cartes Memento est vraiment dans le livre. La seule chose, c'est que ça permet de réviser de manière un petit peu plus dynamique. Ça permet de les avoir dans les poches, de lire 3-4 cartes avant de partir en intervention. Ça peut permettre aussi de matérialiser le cadre. Les cartes Memento, vous pouvez peut-être les imaginer juste pour vous, pour réviser l'ouvrage. Et en même temps, elles sont aussi pensées pour matérialiser le cadre auprès des participants. C'est-à-dire vraiment, vous pouvez arriver avec ce jeu de cartes et les utiliser en les mettant sur la table, en les faisant circuler. Moi, je les ai conçues costauds quand même. Elles sont solides. Ceux qui les ont dans les mains, vous devez voir que quand même, elles tiennent bien. Elles peuvent vraiment circuler. Et du coup, vous pouvez littéralement exposer les glissements. Vous pouvez exposer les principes piliers, donc ça veut dire un peu le contrat communicationnel dans le groupe, la notion de confidentialité, la notion de subjectivité, etc. Et puis le déposer en toute transparence auprès du groupe. Là, on est vraiment dans le modèle de la coopération avec des idées de transparence, des idées que plus on co-construit le cadre, plus on le co-porte, plus il est justement garanti pour chacun et moins il est lourd pour l'intervenant aussi en technique d'animation. Les cartes Memento, elles sont aussi en fait créées dans un esprit vraiment de soutenir en fait les intervenants analyse de pratique en activité, quoi. Que vous envisagiez de démarrer ou que vous soyez déjà en selle, l'idée, elle est partie d'une intention toute simple, c'est qu'on se sente un peu moins seul, qu'on se sente appartenir à une communauté. L'idée, c'était un peu de mettre un petit humour entre intervenants en APP,
histoire de se rappeler sur quoi on s'est cassé les dents. Voilà, un peu nos petites private jokes avec des super astuces aussi en repère. Par exemple, la carte 24, l'idée c'est une petite astuce, mais ça m'a mis des années à le comprendre. C'est comment le fait d'éviter d'utiliser les prénoms lors des problématiques, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que ça décristallise. Ça ne convoque pas le passif relationnel de cette personne et surtout des autres avec cette personne. Donc, moi, par exemple, dans la formulation d'une problématique, j'invite vraiment les professionnels à parler des fonctions. C'est pas comment moi, Sandrine, mais c'est plutôt comment moi, aide-soignante en EHPAD, voilà, je réveille Madame Caru alors que j'ai très peur qu'elle ne se réveille pas, alors que j'ai eu peur la dernière fois que j'ai dû gérer un décès, et alors que Madame Caru, j'y suis en plus particulièrement attachée. Voilà. C'est un petit peu ça à quoi ça ressemble une problématique APOS. Ça vous donne du coup une idée du concret qu'on va chercher. On va chercher une photo nette. On va chercher quelque chose une focale très claire sur laquelle travailler, qui permette de trianguler entre le contexte professionnel, les actions professionnelles qu'on va devoir poser du fait de notre fonction et les sensibilités professionnelles qui sont les nôtres. L'idée de la problématique APOS, c'est d'aller piocher dans ce triangle-là, parce que on est quasiment certain que c'est là qu'on a le plus de matériel pour travailler la dimension opératoire des pratiques. Voilà, donc les cartes Memento, je vous ai mis, voilà, ça en était à la carte 24. Après, vous pouvez aussi l'utiliser avec la direction, parce que vous pouvez aussi reprendre ces cartes clés qui énumèrent les glissements. C'est facile en fait. C'est un support sur lequel vous avez des mots qui vont vous venir facilement parce que les définitions, elles ont été simplifiées. Elles permettent de mettre les mots-clés et ça permet, je trouve, de déjouer certains quiproquos qui, des fois, nous attendent quand on rencontre les directions au démarrage, pour lesquels, voilà, il y a la volonté de mettre en place de l'analyse de la pratique et en même temps, on entend qu'il y a plein de choses qui vont avec. En même temps, on aimerait bien que ce soit de la régulation parce qu'il y a des tensions. On aimerait bien aussi que vous leur apportiez des apports cliniques parce que on n'a plus de poste de psychologue ou on n'en a jamais eu. On aimerait bien aussi que quand même vous parliez vraiment des usagers pour que voilà, il y ait un partage d'infos et qu'on fasse de l'étude de situation. Bref, quelque part, on nous refourgue un truc un peu trop complet et c'est un peu trop lourd pour une seule personne de faire ça. Donc, les cartes Memento, l'idée, c'est de pouvoir jouer un petit peu plus facilement avec les notions clés et les points focus du bouquin. Voilà. D'accord? Mais je le répète, il n'y a pas de contenu supplémentaire. Donc, il ne vous manquera rien si vous n'avez pas les cartes Memento. C'est simplement une autre façon de revisiter l'ouvrage. Voilà, donc c'est tout simplement ça. Ok, donc ça, c'est les cartes Memento. Je vois que Marc me fait signe qu'on va passer aux questions-réponses. Et ça me va bien, parce que je préfère partir de vous. Alors, Marc. Merci, Anne. Je vais sélectionner quelques questions et je les remets dans le chat. Ça sera plus facile. OK. Une première question, tu as évoqué les questions de glissement. Tu peux peut-être répondre rapidement. Tu me l'as donné la question, là? Elle est dans le chat. Ouais, mais à quel niveau? Parce que moi, c'est un peu compliqué. Tout en bas. Ah, autant pour moi. C'est Pascal en plus, je reconnais, ok. Si pendant une APP, les besoins des participants conduisent à un glissement, peut-on accepter le glissement? Alors, réponse d'un médecin traditionnel chinois, ça dépend. Ça dépend. Quelquefois, oui, le glissement est essentiel parce que les gens ont besoin de déposer quand même une information qui les parasite pour réfléchir, donc ils ont besoin de la déposer à la table. Moi, je crois qu'on ne peut pas empêcher ça, c'est pas l'idée. L'idée, c'est pas de bâillonner les gens en APP parce qu'on craint les glissements, bien évidemment. Par contre, c'est de nommer que si effectivement on est en train de glisser, il est important déjà que le groupe voit que vous l'ayez vu, à mon sens, que le participant sache qu'il est en train de glisser. Ça, c'est pour développer son pouvoir d'agir, c'est de lui dire pour qu'il puisse en lui-même générer des repères. Et puis, à mon sens, là, c'est des techniques de recentrage sur l'outil, sur les objectifs. Moi, je crois que le plus dangereux dans les glissements, c'est de ne pas les voir.
pour ça que j'entraîne vraiment mes stagiaires à les voir, des fois à les voir même venir de loin. Et puis la deuxième chose qui est un peu problématique, c'est de ne pas s'en apercevoir et de continuer à glisser. Mais pour moi, du coup, c'est OK, on peut accepter des glissements. Alors, peut-être que la question, c'est est-ce qu'on peut accepter carrément de faire, à la place de l'APP, une étude de cas? Je pense que c'est peut-être ça qu'elle veut dire, Pascal. Je prends un risque d'interprétation, mais ça me permet de répondre à une deuxième question. Ma réponse, elle est plutôt ferme et peut-être je vais vous décevoir. Eh ben, c'est non. Moi, je crois qu'il faut de la cohérence et je crois que quand on est rentré dans une institution qui nous fait confiance, avec laquelle on signe une convention de prestation et qu'on signe qu'on fait de l'analyse de la pratique, pour moi, ça n'est pas correct de faire des glissements parce que d'une certaine façon, vous êtes en faute. C'est-à-dire que si à un moment la direction vous appelle en disant bah oui, mais là c'était de l'étude de situation, des collègues sont venus me voir, c'est pas de la PP. Bah, ils ont raison en fait et vous avez fait preuve d'incohérence et c'est vous-même qui avez perverti votre cadre. Moi, je crois que ce n'est pas du tout une bonne idée parce qu'on risque de compenser quelque chose de systémique. Je crois que si on vous demande de glisser volontairement quelque part, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas nourri. Ça, c'est évident dans l'organisation. La question, c'est est-ce à vous de le réparer? Et volontairement, je mets ce mot, parce que peut-être il est question d'un élan de réparation qui ferait que vous partiriez sur un autre glissement. Donc moi, je crois qu'il vaut mieux ne pas accepter ces glissements, expliquer pourquoi et botter en touche. Mais botter en touche de manière, je veux dire, structurée. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à ta question, Pascal, parce que je pense que c'est toi, mais je ne suis pas sûre. Merci Anne. Je pense qu'on va devoir répondre plus brièvement encore. Vas-y, ok. Il y a beaucoup de questions et il y Ok. a aussi une attente que les cartes réflexives puissent être présentées, ce qu'on a prévu de faire dans la deuxième partie. Mais le Ok. temps file. Alors. Donc voilà, bon, on va voir si c'est possible parce que les questions sont très vastes. Je t'en mets une deuxième, Anne, en bas du chat. C'est Christelle qui nous demande ça. Non, ce n'est pas un préalable d'être formé à la systémie pour aborder la méthode APOS. Parce que la méthode APOS, en fait, elle forme à une vision systémique des APP. Pas besoin au préalable. Tu peux m'en mettre une autre. Tu as vu, j'ai fait des progrès dans la brièveté des réponses. Ah là t'es fort. La question est un peu plus longue. Ok. Donc, des groupes qui feraient des demandes de renouvellement avec le risque d'être dans une sorte de routine. Alors, il n'y a rien qui, effectivement, nous dit la conduite à tenir. Moi, je crois, ce n'est pas mathématique, mais je crois qu'on devrait rester en tant qu'intervenant APP 2, 3, grand maximum 4 années en accompagnant une équipe. Évidemment, la temporalité est importante. Si on les voit 2 heures ou 3 heures tous les mois ou bien 3 fois dans l'année, ça change un peu la donne. Il y a une vraie crainte qui est un fonctionnement routinier. Je crois qu'il faut y faire très attention et je crois que c'est vraiment à l'intervenant APP d'en être garant. Pourquoi? Parce que systémiquement, un directeur ou une directrice qui a des très bons retours de la part de son équipe par rapport à l'intervenant APP, il aura intérêt à vous garder. En fait, lui, il n'aura pas ce souci de vous changer pour que vous gardiez de la neutralité. Il va plutôt préférer que ça fonctionne, il vous connaît, il a confiance, etc. Donc, la demande de tiers peut rarement venir de là, même si on a aujourd'hui de plus en plus de directions qui s'en soucient et c'est très bien. Par contre, l'équipe, elle est dans un fonctionnement qui est quand même aussi un peu affectif. Même si les interventions d'APP sont quand même très professionnelles, techniques, qu'elles visent à une dimension structurante de la pratique, on a quand même une dynamique affective. Et donc, je crois qu'on ne peut pas demander à une équipe de prendre le poids de la responsabilité et du choix de c'est le moment d'arrêter. Du coup, ma démonstration, c'est que c'est vraiment à l'intervenant APP de le faire. Je crois qu'il faut se fixer un maximum. Je crois qu'il faut être clair dès le départ, dire aux équipes, bon ben voilà, je vais vous accompagner au moins une première année, ensuite on fera un bilan. Si vous avez envie qu'on approfondisse ensemble le travail, je voudrais bien refaire une deuxième année avec vous. Et puis peut-être à partir de la deuxième, on questionnera le fait que je sois bien neutre pour continuer de vous accompagner. Et puis à un moment, on arrêtera parce que de toute façon, l'idée, c'est de travailler 2-3 ans avec le même intervenant, puis de changer. Ça fait partie aussi de la ventilation de votre pratique.
Merci Anne. On enchaîne. Encore une ou deux questions? Une question qui vient de la Suisse. Ah ouais, chouette. Alors, la différence entre la dimension systémique et la multidimensionnalité. Alors, la multidimensionnalité de Patrick Robot, c'est la même que... Mon Dieu, le nom m'échappe et pourtant je l'ai cité dans l'ouvrage. Arduino, Arduino, c'est le même? c'est le même concept. Bah, j'avoue que la multidimensionnalité, j'ai l'impression qu'elle contient l'approche systémique. Si j'ai bien compris l'essence de la multidimensionnalité par Arduino, je pense que la dimension systémique, elle rentre dedans. Moi, quand je dis systémie, j'ai été formée à la systémie, donc ça active chez moi tous les auteurs systémiques, les différentes approches dans le courant systémique. Donc là, moi, je parle vraiment voilà, des auteurs systémiciens, comme par exemple Paul Václavic, dont vous avez peut-être entendu parler. Qui c'est qu'on a Guy Oslos, Moni Belkaïm, enfin voilà, on en a plein donc voilà, moi je pense que c'est inclus. La systémie, c'est l'art d'appréhender le complexe, tout simplement. Je prends la question de Julie. Je propose encore une question. Oh, tu peux prendre la question de Julie aussi. Ok, alors, grandes difficultés de management, donc qui sont énoncées régulièrement en APP, devons-nous les remonter ou passer outre pour que l'équipe fasse avec? Alors, je crois que ça, c'est la grande règle en APP, c'est pour ça qu'elle est sur une des cartes Memento qui s'appelle les super astuces, faire avec. Je crois que c'est vraiment le maître mot de l'APP, faire avec, et il faut vraiment, je crois, accompagner les équipes à faire avec des fois un manque de moyens, faire avec des fois une direction qui est peu bienveillante, faire avec des contresens, et donc, ben oui, faire avec des grandes difficultés de management. Moi, ça m'est arrivé évidemment plus d'une fois de dire aux équipes, j'ai bien entendu, donc moi, j'accorde de l'importance à un accusé-réception, c'est-à-dire écouter le message, le valider en disant à l'autre, je comprends que si les choses sont telles que vous le dites, ça doit être vraiment très difficile de trouver du sens dans votre pratique. Je peux même aller jusqu'à une validation émotionnelle très empathique, en disant que je suis vraiment désolée d'apprendre que ça se passe comme ça pour eux. Et je les recentre. Et ici, on se voit en tant qu'analyse de la pratique professionnelle. Rappelez-vous les objectifs, c'est de prendre du recul sur la pratique, de questionner le sens. Donc, je vais vous demander de lâcher un petit peu ce côté où vous pourriez voilà, avoir envie de vous plaindre, et je peux tout à fait le comprendre. Sauf que là, il faut qu'on se ressente sur l'exercice d'APP qui nous attend aujourd'hui. On se voit 1h30 par mois et c'est important de rester centré. Au revoir Patricia, merci. Au revoir le Canada. Elle avait prévu qu'elle ne pouvait rester qu'une fois. Encore une ou deux questions, puis on passe aux cartes réflexives, si tu es d'accord, Anne. Oui, le co-développement. Alors, le co-développement, c'est vraiment quelque chose qui a été créé à part entière. Donc, les rares auteurs dont je me rappelle le nom, mais bon, parce que je trouve que c'est tellement rigolo. Donc, Champagne et Paillettes, pour ceux qui ne le savaient pas, qui ont fait le co-développement. C'est très intéressant. La différence que je fais, c'est que le co-développement, il est quand même assez protocolaire. C'est quand même très, très, très rythmé sur les différentes phases. Et puis, il y a un cadre précis, un nombre de participants, un nombre de séances. Il y a de mémoire, je crois, 3 fonctions qui sont attribuées. C'est des dispositifs qui fonctionnent, j'ai l'impression, très bien. En tout cas, j'ai de très bons retours dessus. Par contre, moi, ce qui me manque dans le co-développement, c'est la souplesse qu'on peut avoir dans les différentes phases, parce que quelquefois, il y a des équipes qui ont besoin qu'on s'arrête sur une phase, qu'on n'aille pas sur une autre. Donc, moi, j'aime bien avoir la main libre sur comment je vais gérer la dynamique de groupe et l'intervention. Si tu permets, Anne, on a fait un numéro thématique sur la question, donc on pourrait renvoyer Samuel et les personnes intéressées à super, ouais. Ce numéro. Il est dans le chat. Et puis, je pense que ça répond aussi à la question de Sophie. Pensez-vous que l'approche du co-développement qui valorise l'intelligence collective est compatible avec l'approche systémique? Oui. Mais oui. Il y a des réponses dans le numéro thématique. Je propose encore une question, Anne, et puis après, on passe aux questions réflexives. C'est une question que tu vas aimer. On fait le pari. Alors, Nadine, que je salue, puisque je l'ai vue. Alors, la professionnelle l'entendait comme une valeur qu'il a dévalorisée. Ok. Je le dis avec beaucoup d'humour, puisqu'on est intervenant en APP. Pas de bol. C'est-à-dire que là,
on fait un choix, on pose l'humilité en pensant que ça va être un principe sécurisant. Et puis, manque de bol, il y a quelqu'un pour qui c'est connoté négativement et qui va en vivre quelque chose de problématique. Moi, je crois que tout se parle et que si vraiment ça gêne une des personnes du groupe de parler de quelque chose comme ça, ben, on peut peut-être proposer un autre mot ou en tout cas de l'entendre différemment. Moi, l'idée, c'était pas de vous dire, voilà, faut faire ci, faut faire ça. Si ça passe pas, vous forcez pas, bien évidemment. Donc, c'est dommage parce que très souvent, les gens sont assez valorisés parce qu'ils comprennent que du coup, si eux, ils doivent être humbles, tous les autres autour d'eux vont être humbles et donc, ils vont aussi être respectés dans leur pleine parole. Mais on peut jamais prévoir les connotations qu'il peut y avoir. Donc, c'est pas de bol, Nadine. Mais j'imagine avec ton empathie que tu as su faire un retour chaleureux et je pense que c'est de loin le plus important. On est bon, on continue les cartes Merci Anne. On accueillera encore quelques questions tout à la fin, mais pour qu'on puisse gérer le temps le plus confortablement possible, on va passer à une partie centrée sur les cartes réflexives. À toi. Parfait. Donc, on fait cartes réflexives. Et oui, Samuel, pas de souci. L'hexagone d'animation arrive juste derrière. Donc, les cartes réflexives, est-ce que là, on voit bien? Oui, ici, c'est bien. Très concrètement, il va s'agir d'un jeu de 32 cartes. L'idée, c'est quoi? C'est de débriefer de manière la plus constructive et la plus autonomisante possible ces conduites d'animation après une séance d'analyse de pratique. Donc, ces cartes, c'est le fruit d'une collaboration méthodologique entre Marc Thiebaud et moi. En fait, dans nos échanges au sujet de l'ouvrage, qui à l'époque était en cours de rédaction, on a confronté nos modèles. Et l'idée, c'était de voir quels étaient leurs points de rencontre et de divergence. Et en fait, pour que je m'imprègne bien du modèle, Marc m'a proposé de m'y former, donc j'y suis allée et j'ai vu comment les principes du modèle coopéré se déclinaient. J'y ai énormément retrouvé, moi, ce que je faisais aussi dans ma pratique et ce que je transmets dans la méthode APOS. Donc, comme j'ai été bluffée aussi par l'opératoire, la précision du modèle, j'ai eu envie de m'investir dans le développement de ces formations-là en France. Donc, c'est ce qui fait que en plus des formations sur l'analyse de la pratique, je forme aussi au développement de la coopération dans les systèmes. Ça, c'est vraiment des formations qui sont faites si vous avez des demandes de régulation d'équipe, des demandes d'accompagnement au changement, de gouvernance partagée. Ça, c'est vraiment extrêmement outillant. Donc, on est parti de l'importance de la réflexivité en se disant, si la réflexivité, elle est si cruciale au sein des analyses de pratique, alors il faut qu'elle soit soignée chez l'intervenant. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait imaginer un support qui accompagnerait les intervenants à développer leur propre réflexivité, à en prendre soin et à performer, même s'ils sont seuls dans leur coin. Parce que le constat, c'est aussi qu'en tant qu'intervenant en APP, on s'accorde très peu de temps de supervision. Déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de superviseurs qui font ça, que c'est une pratique qui est quand même très personnelle au final, et ce n'est pas évident d'avoir une vraie supervision. Donc, on voulait une sorte de superviseur technique de poche. Et donc, l'idée de faire des cartes, elle est apparue assez spontanément à Marc, puisque Marc, il en a quand même conçu plusieurs. Donc, on est parti de là. Donc, on a beaucoup travaillé en visio, on a relu, on s'est envoyé des mails et on a créé ces cartes réflexives. Donc, ces cartes réflexives, elles sont vraiment calées sur le modèle coopéré et APOS. Donc, vous avez les 5 premières cartes qui présentent les suggestions d'utilisation, etc. Et puis après, ça, c'est la manière dont les cartes sont présentées toutes. Il y en a 52. Donc, elles ont toutes un peu la même esthétique. Donc, on a un recto qui est couleur orange APOS, un verso qui fait la couleur coopérée. Et on a toujours en fait un point d'interrogation avec une question un peu à tiroir, c'est-à-dire une question qui va venir vous amener sur une dimension soit générale. Là, on est sur des questions générales. D'accord? Je pense que vous les voyez bien. Tu me confirmes, Marc, que c'est clair? Pour moi, c'est très lisible. Ok, on peut en avoir, on a des questions générales, mais on a aussi des questions. Donc les questions générales, ça se repère très vite parce que le tétraèdre de la coopération ici, on ne voit pas de lettres précises. Alors que si on continue, on va tomber sur des lettres, et ces lettres-là, ça va être en fait la lettre de la dimension. Donc là, on est sur la relation
Et donc, on va creuser la composante de comment, dans vos techniques d'animation, vous avez pris soin des relations au sens large, les relations entre les participants eux-mêmes, la relation entre eux et vous. Voilà, donc l'idée, c'est d'aller explorer différentes dimensions. On a aussi mis des petites cartes à la fin, qui sont des cartes qui permettent de revisiter un petit peu plus profondément les 52 précédentes, en leur donnant une dimension approfondie, c'est-à-dire qu'elles vont venir vraiment vous obliger à préciser, à détailler. Et on a aussi une carte qui était chère pour moi dans sa création, donc c'est la carte Méga Sourire. L'idée, c'était de ne pas oublier la bienveillance envers soi-même quand on s'auto-évalue, parce qu'on peut avoir quand même une vision un petit peu difficile. On sort, on ne se sent pas très bien de l'intervention APP, puis tout de suite, on va se mettre à se dire qu'on est nul, qu'on n'est pas sûr qu'on veut que ça continue. Enfin, ouais, ça peut arriver, hein. J'espère bien que ça ne vous arrive pas tout le temps. Cependant, des fois, c'est des sensations inconfortables, désagréables, et on n'a pas envie. Voilà, donc l'idée, c'est de se rappeler, pour notre propre réflexivité, que nous aussi, il faut qu'on développe la nôtre. Il ne faut certainement pas qu'on s'endorme sur nos lauriers, parce que je ne vois pas comment on pourrait, avec cohérence, cultiver la réflexivité d'équipe si nous-mêmes, on est un petit peu trop endormis sur la nôtre. Voilà, donc c'était aussi un petit point, un petit clin d'œil en se disant, voilà, n'oublions pas de garder du recul. Excuse-moi, Anne. Oui, dis-moi. Je pense qu'il faudrait qu'on prenne un exemple parce que les personnes n'ont pas vraiment pu lire la carte. Ok, eh ben vas-y, tu me… Ce serait peut-être le moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un texte avec le recto et le verso dans le chat. Comme ça, tout le monde va pouvoir le lire. Ok. C'est la carte numéro 6, sauf erreur. Ok, je vais juste préciser que ces cartes-là, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir les utiliser seules. Vous sortez d'une séance le soir même à chaud ou bien le lendemain. Vous prenez des cartes au hasard et puis vous allez mettre des focales sur vos conduites d'animation. L'idée aussi, c'est qu'on voulait que ce jeu de cartes réflexives, il puisse être utilisé à plusieurs collègues qui font de l'APP pour que vous puissiez avoir des supports de questionnement. Donc là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est que c'est Marc qui va me poser les questions, comme si on s'appelait tous les deux pour débriefer une séance d'APP. Donc, je veux bien que tu me la poses. Du coup, tu m'as dit quoi, la 6 ? Ah ben, je l'ai mise dans le chat. Ok, super. Tu veux répondre ou tu veux que je réponde ? Bah non, ça me va. J'y vais. Alors, moi, je pense… Juste pour préciser, chaque carte porte sur un autre aspect de la séance. Le recto de la carte donne la thématique. Et ici, la thématique, c'est juste de pouvoir s'interroger sur ce qui m'a le plus marqué, ce qui me reste le plus de la séance en question. Voilà, et puis le verso approfondi par des questions plus précises. Et Anne, si tu veux bien nous dire juste quel type de séance c'était et puis nous dire qu'est-ce qui t'a le plus marqué. Ok, donc moi je vais prendre ma dernière séance que j'ai fait en EHPAD il y a 2 semaines. Alors, ma carte, elle dit 3 choses que j'ai envie de retenir de cette séance. Alors, ce qui m'a frappé, c'est la fatigue qui a été exprimée par les soignants. L'importance pour elles d'entendre la reconnaissance de leur engagement. Et puis, la difficulté qu'elles ont eue à se centrer sur une problématique précise malgré mes relances. Et d'ailleurs, puisque j'y pense, je pense que c'était lié à leur fatigue. C'est une hypothèse. Voilà. Donc, je continue ma carte. Si je résume cette séance en une phrase, moi, c'est la fatigue qui déborde. Je vois que ça, en fait. D'ailleurs, ça m'a un peu plombée. Quand je suis sortie de là-bas, c'était lourd pour moi aussi. Une image qui me vient, curieusement, c'est plutôt comme une photo de famille, mais avec des sourires. Parce que quand même, ce qui m'a marqué, c'est leur engagement commun, en fait. Quelque part, même fatiguées, elles sont heureuses de faire ce travail. Ça, c'est sûr. Et un titre, je pense au film qu'a fait François Ruffin, qui met à l'honneur ces femmes. Donc, je dirais Debout les femmes. Merci. Est-ce que tu veux bien encore répondre à une autre carte, la 30 ? Allez, on y va. Je mets dans le chat aussi pour que vous puissiez la lire très, très tranquillement. La carte 30 porte sur une dimension
essentiel pour nous, l'implication des participants dans la séance. Ok. Alors, comment chaque personne s'est investie dans la séance? Alors, 2 personnes étaient assez silencieuses, les autres ont pris la parole plutôt facilement. Il y a une personne qui a eu besoin d'être rassurée quant au fait que toutes les fonctions avaient leur mot à dire. C'était une ASH, alors toutes ses collègues étaient aides-soignantes ou infirmières. Une fois que j'ai fait cette précision, elle a quand même beaucoup parlé et elle a même vidé son sac sur son manque de soutien ressenti par ses collègues quand certains résidents tiennent à son encontre des propos racistes. Comment j'ai favorisé la mobilisation des ressources de chacun? Alors, j'ai reprécisé le cadre de subjectivité en disant tout le monde a le droit d'en dire quelque chose à l'APP. Je suis allée questionner les personnes silencieuses aussi en leur disant que j'avais observé leur retrait et que j'aimerais quand même leur demander un retour sur la question posée. Donc, je suis allée vraiment les chercher activement dans leur participation. Il y a une personne qui m'a dit qu'elle n'avait pas trop envie de parler aujourd'hui car elle était très fatiguée. Et comme aujourd'hui, et qu'elle préférait écouter. Et comme c'est une personne qui participe activement, la plupart du temps, j'ai dit OK, tout simplement. Et comment j'ai valorisé? Alors, comment j'ai valorisé les compétences de chacun et chacune? En systémie, on utilise beaucoup les recadrages positifs, donc j'ai utilisé ça énormément. Ça veut dire que j'ai toujours amené une manière positive de voir les choses. Donc, les fonctions de la SH, la nécessité d'être cette petite main qui nettoie, qui beurre les tartines quand en tant qu'aide-soignante, on n'a pas le temps parce que c'est la toilette. La nécessaire complémentarité entre leurs fonctions pour arriver à prendre soin de tous les résidents en même temps, qui sont en plus particulièrement grabataires. Et puis, comme elle me le disait, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Et puis, j'ai beaucoup souligné leur investissement bienveillant auprès des résidents. Voilà, chef. Merci Anne. Vu le temps qui s'écoule, on va s'arrêter là, mais on a mis dans le chat un lien qui vous permet d'en apprendre un tout petit peu plus sur ces cartes. coopérer.org/cartes réflexives. Vous le trouvez dans le chat. Et puis, c'est le moment, je pense, de faire l'invitation. Ah oui. La proposition exact. D'une visio le 2 décembre. Je te laisse annoncer la chose, Anne. Tout à fait. Donc, on s'est dit que, parce qu'on a quand même pas mal de retours positifs sur ces cartes, et on s'est dit qu'on allait proposer une visio. Donc, on vous donne l'info en primeur. Donc, on a dit qu'on pour apprendre de manière approfondie à utiliser le jeu de cartes, pour mieux comprendre comment il a été créé et approfondir et l'utiliser pour vraiment gagner en autonomie, il y a une visio d'1h30 à laquelle Marc et moi, donc on vous invite. Si vous avez le souhait de participer, ça sera donc le 2 décembre, c'est un lundi. On a parlé pareil d'un horaire de fin de journée, donc 19h30. On a dit par contre cette fois-ci. Ah oui, c'est 19h30, excusez-moi. Voilà. On s'est fixé un maximum de 25 places et on a fixé le montant de participation à 25 €. Voilà, donc si vous êtes intéressé, la condition, c'est d'avoir les cartes parce qu'on va les manipuler en direct pendant la visio. Et puis la marche à suivre, c'est simplement de m'envoyer à moi un mail de demande d'inscription. Voilà, donc Marc, tu peux mettre les infos, comme ça on ne passe pas plus de temps là-dessus. Tout est dans le chat. Pour Dorothée, qui n'est pas disponible, il n'est pas exclu qu'on reconduise ce genre de visio, mais alors en format toujours restreint, 20 à 25 personnes. Ok, allez, c'est 42, je continue. L'hexagone? Je crois que c'est le temps de l'hexagone. C'est parfait. Bon, alors, l'hexagone d'animation, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce bois qui reprend en fait sur chacune de ses faces. C'est un peu le rasoir d'Occam de la mémoire APEOS, la méthode APEOS. Alors, peut-être il y en a pour qui le rasoir d'Occam, ça ne vous parle pas. En gros, c'est connu sous le nom de principe de simplicité. L'idée, c'est d'attirer votre attention sur les essentiels. C'est vraiment un outil d'animation. Il est pensé pour être sur la table quand vous êtes en train de faire des APP. Il peut être pensé aussi pour être sur votre bureau quand vous révisez les principes clés. Mais là, c'est vraiment les principes clés. C'est
Vous savez bien, quand vous faites de l'APP, ça va vite. Les gens, ils sont en perpétuelle résonance. Il y a plein d'autres choses qui arrivent sur la table. Et puis, quelquefois, c'est un petit peu anxiogène parce qu'il y a tellement d'informations que c'est difficile. Donc, l'idée, c'est de vous permettre d'avoir en fait des points clés sur lesquels on retombe. Donc là, c'est vraiment les points clés de la méthode APOS. C'est ceux que vous retrouvez dans l'ouvrage, dans la partie 2. Donc l'objectif, c'est d'avoir sous les yeux des essentiels pour pouvoir rebondir, se situer dans la progression de la séance, éviter la panique, hein, globalement. Et puis, bon, alors, il faut que je vous raconte quand même sa petite histoire. Je vais quand même prendre 5 minutes pour vous raconter sa petite histoire. En gros, vous voyez qu'on a donc la base, ça va être la vision systémique, évidemment, c'est la base du modèle. C'est vraiment la vision systémique. Donc ça, c'est pour que toujours vous ayez en tête ça. Ensuite, on a celui qui rappelle les principes piliers, confidentialité, humilité, subjectivité. On continue, on a le principe clé de toujours être dans l'individuel et l'opératoire, notamment pour la phase de problématisation. On continue, on a le sens partagé. Alors, le sens partagé, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est vraiment pour boucler la boucle avec les fondamentaux, qui est que dans les incontournables, à mon sens, il y a connaître le cadre, le clarifier, pour veiller au glissement et protéger l'outil. Donc, le sens partagé, il est en majuscule pour que vraiment, ça soit toujours ce qui vous rassemble et qui fasse le dénominateur commun avec les participants. On a aussi une phase sur les axes de dynamisation avec les mots-clés. Donc, contexte, blocage, groupe, savoir. Je ne rentre pas dans le détail, vraiment, il y a vraiment tout dans le bouquin, mais c'est ces fameux axes de relance qui permettent de dynamiser et d'aller réapprofondir la discussion autour de la table. Et puis, la dimension de la facilitation, ça c'est simplement pour rappeler qu'en tant qu'intervenant en analyse des pratiques, vous êtes là pour faciliter. Vous n'êtes pas là pour enseigner, prêcher la bonne parole, corriger. Je le redis parce que malheureusement, le recul qu'on a des analyses de pratiques, c'est qu'on a eu quand même pendant des dizaines d'années des positions asymétriques qui ont été prises aussi par des intervenants. Et on a des équipes qui sont littéralement traumatisées de cette position asymétrique et qui ont extrêmement mal vécu de se sentir voilà, sans aucun pouvoir d'agir. Donc APOS, c'est vraiment le contre-pied de ça. Si on doit faire une caricature entre voilà, les superviseurs qui sont dans une position de savoir et qui transmettent, APOS, elle ne joue pas dans cette catégorie, elle joue plutôt dans la catégorie de l'intelligence collective, dans le développement de la coopération. On est en position de facilitation des échanges, on est un facilitateur de l'outil. Et puis, bon, pour la petite histoire, quand même, cet hexagone bois, ça me paraît quand même important de vous le dire. Il n'était pas censé être là, et d'ailleurs, le pack auteur n'était pas censé être là, mais je ne sais pas, la création est venue et m'a touchée dans les 3 derniers mois de la finition de l'ouvrage, et du coup, il y a eu ces jeux de cartes qui sont sortis, l'hexagone qui est arrivé, et il me fallait que je matérialise la méthode. J'avais vraiment envie que les gens ils aient quelque chose dans la main, quelque chose qui matérialise le fait qu'ils peuvent s'appuyer sur une méthode, ils peuvent avoir quelque chose qui structure les séances d'APP. Donc, je voulais vraiment un objet. Je suis partie sur du bois, j'ai eu envie de rencontrer des ESAT, j'en ai rencontré qui avaient des spécialités bois, et du coup, je suis super contente parce que dans un ESAT local, donc en Drôme, un ESAT de la Croix-Rouge, j'ai pu avoir un chef ébéniste qui s'est penché sur la question, qui a accepté les calculs des phases, des degrés, pour qu'on soit sur des surfaces égales. Et du coup, l'hexagone est né. Donc, j'ai reçu ces pièces bois. Et après, je me suis dit, bon, vraiment, maintenant, il faut la gravure. Donc, il existait les tampons, encreurs, mais c'était très... le rendu n'était pas de bonne qualité, ça ne rendait pas lisible, donc ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai pensé à la gravure laser. Parce que sur le bois, c'est ce qui rend le mieux, quoi. Et là, mauvaise surprise, quand on va dans une entreprise spécialisée gravure laser, c'est extrêmement cher. Et j'y trouvais pas mon compte. Et puis, j'avais l'impression de sortir de la démarche éthique que je m'étais donnée dès le départ. Donc, je suis allée contacter un Fab Lab. Peut-être vous connaissez ce que c'est. C'est des laboratoires de fabrication. Il y en a un petit peu partout en France. Je leur ai présenté mon projet et puis là, ils m'ont proposé quelque chose de complètement hallucinant pour moi, puisque à cette époque-là, c'est complètement inimaginable. Ils me disent que le mieux, c'est que je me forme à l'utilisation de la machine laser et que je les grave moi-même. Et là, ça a été un peu la panique.
Et puis je me suis dit, pourquoi pas? Parce que du coup, on va aller au bout de la démarche. C'est moi qui aurais mis la griffe sur tout ça. Je me suis réconciliée avec les mathématiques. C'était quand même pas évident. Les abscisses, les ordonnées, avec en plus un troisième axe qui est l'axe de la matière. Cependant, merci pour vos pouces. Ça me touche parce que ça a été assez dingue pour moi de dire oui. Et puis je me suis dit, ben ouais, je me mets en danger. Finalement, c'est un peu ça qu'on demande en APP. On bouscule les habitudes et on sort des croyances un peu limitantes. Et ben, j'avais plein de blocages en fait. Et puis ben, je les ai tous fait sauter. Donc peut-être vous avez vu la petite vidéo sur LinkedIn où on me voit à la machine programmer. Et en fait, ben voilà. Donc elle est là. J'ai vu passer aussi un petit mot de Grégory. Donc tu vois, toi qui voulais repartir avec un mug en disant ça me rappellera ta formation, eh ben écoute, j'ai fait mieux que ça. J'ai fait une petite gravure des points clés de la méthode. Merci Voilà. beaucoup, Anne, de ton témoignage. On aimerait t'entendre davantage, mais on est au bout du temps. Je sais bien, mais j'ai vu déjà vos petits coups de pouce et ils sont très chaleureux à mon cœur. Vraiment. Et il y en aura encore, je pense, parce qu'on va laisser quand même 5 minutes à la fin pour des personnes de mettre des messages. Il y a juste une question que j'aimerais te renvoyer, Anne, et puis après, on doit laisser 2-3 questions, malheureusement pour aujourd'hui. Ok, alors non, je n'ai pas proposé le livre en e-book. C'est un vrai choix. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent les e-books et moi j'aime ce qui est matérialisé. Je considère que c'est très important ici et maintenant, là où on en est en termes d'humanité, de se rappeler qu'il faut s'occuper des choses qui sont concrètes et matérielles. Et donc, non, il ne sera pas en e-book le livre et c'est vraiment un vrai choix. Donc, je suis désolée si ça déçoit. Mais voilà. Donc, non, par contre, avec le bouquin, c'est possible de prendre les trames. Hein. Moi, la seule chose que je demande, c'est le respect de la citation et donc de pouvoir dire que, voilà, au moins, c'est pas issu du guide pratique APEOS. C'est la seule chose que je demande, mais vous êtes libre d'utilisation du matériel, tout simplement. Merci, Anne. J'aimerais te poser une ou deux questions. Allez. Il renvoie à des questions qu'on a reçues. La première, ça concerne les formations que tu donnes. Et je pense que tu pourrais commencer par la formation développer la coopération dans un système. Et je donne les éléments dans le chat. Ok, parfait. Oui, les formations que je fais, moi, elles sont extrêmement focalisées sur les interventions en analyse de pratique avec des formations de base sur les fondamentaux pour structurer l'animation des séances. Donc, elles ne sont pas que réservées aux débutants. J'ai de plus en plus de professionnels qui viennent et qui font de l'APP depuis 5-10 ans et qui viennent pour justement asseoir leur technicité. Donc, vous êtes les bienvenus, même si vous roulez votre boss depuis longtemps. Il y a effectivement la formation développer la coopération dans les systèmes. Donc ça, c'était vraiment l'utilisation du coffret coopéré que Marc a conçu, avec toute une lecture systémique de comment on peut, on va dire, l'insérer dans une dynamique institutionnelle qui vous demande soit un contrat de régulation, soit un contrat d'accompagnement à la transition. Voilà. Et puis, je forme aussi à la systémie, donc une formation assez courte, 3 journées, mais 3 journées en pédagogie expérientielle. C'est facile de les retrouver, il faut juste aller sur mon site dans l'onglet formation. C'est une approche systémique des dynamiques relationnelles. Elle s'appelle ASDR. Et puis tes deux séminaires qui sont aussi dans le chat. Oui, les deux Psychologie séminaires. et spiritualité. Oui, parce que les gens qui lisent ce que je fais, ils entendent bien qu'il y a quand même quelque chose de fondamentalement humaniste qui transpire chez moi. Je crois qu'on peut être et humaniste et technique, bien évidemment. Donc, moi, je m'intéresse de très près à la compassion et à comment on peut être dans le discernement et un ancrage dans le quotidien. Donc, ça fait partie des séminaires que je donne annuels. Discernement et ancrage dans la compassion du quotidien. Et aussi psychologie et spiritualité, parce que je m'aperçois qu'il y a une forte expansion dans tout ce qui est spirituel. J'ai été formée à tout ce qui est phénomène d'emprise sectaire et je lutte activement pour qu'on puisse toucher à une spiritualité qui n'asservisse pas. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, donc ça, c'est le deuxième séminaire que je donne annuellement. Donc, discernement et ancrage dans la compassion du quotidien, il a lieu en septembre et psychologie et spiritualité début juillet. Anne, merci. On voulait encore donner une information sur la revue de l'analyse de pratique et puis sur une revue direction dans laquelle tu vas écrire. Oui, tout à fait. C'est dans le chat si vous voulez les références.
Ouais, super. Effectivement, la revue de l'analyse de pratique professionnelle, on n'en parle pas assez et pourtant, c'est vraiment une mine d'informations. Il y a vraiment des articles techniques, clés réalisés par des experts. Il faut en parler et vraiment, surtout, il faut que vous alliez voir. C'est une équipe qui porte ça, Marc en fait partie. Vraiment, ça vaut le coup. Moi, je les soutiens voilà, chaque année parce que j'aime avoir accès quand même à leur formulaire, à leur PDF. Mais ça gagne à être connu parce qu'on n'a pas beaucoup de bibliographies de gens de terrain encore. Et donc, vraiment, je vous invite à le faire, c'est important. Et l'article Direction, oui, peut-être il y en a qui connaissent en France Direction Magazine. Je suis très contente parce qu'en octobre prochain, c'est moi qui vais pouvoir avoir la tribune. Donc, ça veut dire une double page. Et donc, en gros, le message, c'est mieux cerner les enjeux de l'APP quand on est une direction. Parce que je trouve que c'est extrêmement... on a encore beaucoup de travail à faire pour sensibiliser les directions à qu'est-ce que l'APP, qu'est-ce qu'elle n'est pas, de quoi on a besoin pour qu'ils nous aident à ce que le dispositif fonctionne, soit pérenne, soit investi. Voilà, l'idée, c'est de venir un petit peu apostropher les directions là-dessus et aussi de leur redire qu'il ne faut pas faire engager n'importe qui et qu'il y a vraiment des gens qui se forment, il y a des gens qui ont des profils et qu'il ne faut pas forcément engager un psy. C'est pas ça la garantie d'une intervention d'analyse des pratiques. C'est plutôt, est-ce que quelqu'un a fait la démarche de se former spécifiquement à ça, ou en tout cas un profil qui est assez raccord avec le secteur d'intervention. Voilà. Et puis, tu as évoqué la formation à la coopération, ton investissement dans les démarches de coopération. Je mets le lien vers tout ce qui se fait dans ce domaine. Vous pourrez trouver sur le site internet des informations. Il y a des formations en France, en Belgique et en Suisse. Et oui. Anne, tu vas nous donner le mot de la fin pour qu'on puisse laisser 2-3 minutes aux participants pour donner un message. Si vous avez envie de dire quelque chose à Anne, dans le chat, ça sera lu avec attention. Merci à chacune et chacun. Eh ben, le mot de la fin, c'est merci. Vraiment, c'est merci. 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 Parce que c'est assez troublant de voir qu'à la sortie de ce livre, il y avait autant de gens au rendez-vous. C'est très troublant, c'est touchant pour moi. Ce livre, je l'ai écrit dans une intention très claire qu'il puisse aider, qu'on se partage les choses, en tout cas celles qui m'ont accompagnée pendant 16 ans, où je me suis pris tous les pieds dans tous les tapis inimaginables. Et je suis heureuse de savoir que il y a des gens qui me font confiance et qui lisent le livre. Et merci, vraiment. On est une communauté qui commence vraiment à se structurer, à se tisser. Et ça me remplit vraiment de joie et de sens. Donc, merci pour votre présence, qu'on ait été plus d'une centaine pour cette présentation officielle. Vraiment un grand merci. Vraiment, vraiment. Et oui, je vais lire avec grande attention vos commentaires parce que vous pourriez avoir des suggestions, des questions ultimes. Et tout ça, on va le garder précieusement avec Marc. Et peut-être que tu vas reconnaître les personnes qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, malheureusement. Oui. Peut-être on va faire ça. Ah, un passage à la réunion. Bah tiens, pourquoi pas. Merci vraiment. Et puis surtout, ceux que j'ai jamais eu la chance de rencontrer, si vous prenez l'ouvrage, j'adorerais avoir vos retours. Vraiment, faut pas hésiter. Sur mon site, j'ai mis dans publication, il y a le guide pratique et technique. Vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez déposer un commentaire, c'est ouvert. Parce que j'ai vraiment besoin de savoir si vous avez fait la formation avec moi, qu'est-ce que ça vous a apporté? Si on ne s'est jamais rencontré, qu'est-ce que ça vous a apporté? Si vous faites de l'APP depuis 10 ans, qu'est-ce que ça vous apporte? Si vous en faites depuis 2 semaines, qu'est-ce que ça vous apporte? Tout m'intéresse parce que, suivant vos retours, c'est aussi ce qui va m'orienter vers certaines thématiques pour la rédaction d'ouvrages, pourquoi pas futurs, mais peut-être aussi simplement d'articles. Voilà. Alors, il semble que la présentation était claire, Anne, malgré les interférences qui ont été finalement coupées. Parfait. C'est super, on va lire avec attention. Moi, de toute façon, quand les gens seront partis, je vais prendre le temps de relire. J'irai manger après parce que j'étais tellement concentrée que là, j'ai pas faim.
Merci beaucoup pour vos commentaires. Est-ce que tu connais de Christine Loirion en APP intégrative? Est-ce que je quoi? Tu connais, il y a une question. Oui, je connais cet ouvrage et j'ai échangé avec l'auteur. Voilà. D'ailleurs, elle est citée dans mon ouvrage en remerciement, puisqu'elle fait partie des personnes avec qui j'ai pu échanger sur le fait d'écrire et de la difficulté d'écrire. Et il y a un message qui dit surtout ce sentiment de ne plus être seul. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup parce que c'est vraiment l'intention qui est posée à ça. Donc je suis ravie si ça apporte ça, c'est vraiment super. Félicitations Anne, compétence, cohérence, humilité, générosité, ça fait du bien. Tant mieux. Message de Caroline. Oui, je reconnais des noms de stagiaires et je vois aussi qu'il y a plein de noms que je connais pas et ça, c'est super aussi. Excellente soirée à tous, hein, vraiment. Merci beaucoup. Une attention soutenue en plus, hein.